Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a un rendez-vous avec une activité de lecture. C'est le chapitre 13 de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Les objectifs de cette activité seront d'écrire pour argumenter, s'initier à l'ironie au service de l'argumentation. Donc je vous invite d'abord à faire la lecture du chapitre 13. Il est un peu lent par rapport aux autres chapitres, donc lisez-le. Voilà, on passe maintenant à l'identification du passage. Commençons par les personnages du chapitre. Donc, si je vous demande de me préciser, de relever les personnages dans le texte, on a d'abord le narrateur, et puis nous avons aussi les geôliers, pardonnez-moi pour voilà, les geôliers, le clavier il n'est pas français, je vais essayer de le rendre French. Bien. Geôlier. Vous avez aussi maintenant c'est pas les geôliers, les médecins aussi, les médecins, les curieux de Paris, les curieux de Paris, et puis voilà les forçats. Bien. Alors le lieu, bien sûr, comme vous l'avez remarqué depuis la lecture, c'est Bicêtre. La prison de Bicêtre, où se trouve le narrateur. Après, voilà, on passe au temps. Pour identifier le temps, vous avez au début le matin, et puis à un moment donné, on a midi, sonna, et l'événement se passe donc dans un après-midi. Alors on peut écrire après-midi pour l'événement principal du chapitre. Pour le type de texte, si vous avez bien fait attention, c'est un texte à dominante descriptive. Donc on peut écrire descriptif. Très bien. Passons maintenant à la situation du passage. Donc d'abord, pour situer le passage, il faut indiquer trois éléments. Il faut d'abord voilà, contextualiser le passage, dire d'où il est extrait, c'est-à-dire l'œuvre, l'écrivain et le chapitre. Alors, dans cette partie, vous avez le texte est extrait du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné. Alors, vous faites attention, ici, le dernier D majuscule et G majuscule pour jour. De Victor Hugo, l'écrivain, bien sûr, chapitre 13. Deuxième partie de la situation, il faut, il faut mentionner l'événement qui précède. Et là, on peut dire, le condamné se trouve dans sa cellule où il continue la lecture de son mur. Donc, dans les chapitres 11 et 12, on a un narrateur qui est dans son cachot et qui essaie de découvrir la cellule et les murs. Et voilà, il a découvert des noms, des écrits qui sont là sur les murs. Elle a fait donc une lecture sur les murs. Pour le troisième élément de la situation, on précise l'événement actuel ou bien l'événement que raconte le chapitre. Et là, vous avez la scène de Ferrage des forçats vient l'extraire de sa monotonie implacable. Donc, il vivait la monotonie, si vous voulez, l'ennui, et il n'avait rien à faire. Il commençait à lire ce qui est écrit sur les murs de cachot. Et à un moment donné, donc cet événement de ferrage des forçats vient l'extraire, le tirer
de cette monotonie, de cet ennui qui le torturait. Donc on a les trois éléments et vous avez la situation. Passons maintenant aux axes de lecture. On peut commencer par un premier axe. Il s'agit bien entendu de la théâtralisation de la scène du ferrage des forçats. Si vous voulez, ici, on va découvrir ensemble que cette scène de ferrage des forçats est une scène qui est théâtralisée. Théâtralisée, c'est-à-dire qu'elle est rendue comme une certaine pièce de théâtre que l'on joue dans la cour carrée, qui est le lieu de l'événement. Donc, au début du passage, le narrateur décrit l'événement comme une chose hideuse. Et puis, si vous avez remarqué, vous avez une vision contradictoire entre le narrateur et le geôlier. Le narrateur voit l'événement comme une chose hideuse, alors que le geôlier la voit comme étant, ou bien voit l'événement comme étant un spectacle amusant. Voilà la contradiction. Alors les termes qui appuient ce spectacle, ou bien qui montrent l'amusement pour le geôlier et aussi pour les spectateurs, vous avez un ensemble de termes: gai, rire, chanter, danser, courir. Donc il présente l'événement comme étant une fête. Alors là, on peut récapituler et dire que c'est un spectacle qui est suscitant, qui suscite des émotions qui sont contradictoires. Si vous avez fait la remarque entre celle du narrateur et celle du geôlier. Bien. On peut ajouter aussi qu'il y a des éléments décrits dans le passage, bien sûr. Alors il s'agit de la scène de ferrage des forçats. On dit ferrage ou bien ferment aussi. Vous avez la torture des forçats, leur souffrance et la description de leur état. Et après aussi, quand on a des données climatiques qui appuient ce sens, quand on a donc le changement climatique avec l'averse et la pluie, les torrents de pluie qui se jetaient, qui viennent se déverser sur les têtes des forçats. Puis vous avez aussi un portrait, le portrait des soldats. Vous avez des termes ou bien des expressions qui l'appuient, comme espèce de soldat sale, honteux. Ils portent des uniformes bleus et puis ils ont une charrette escortée. Après, vous avez aussi le portrait dépréciatif des forçats. Et là, c'est la chose la plus importante. Vous avez des adjectifs qui montrent cet aspect dépréciatif, péjoratif, comme hideux, hurlant, déguenillé. Et voilà, et d'autres adjectifs. Alors, à partir de ces éléments-là, on peut dire que les entrées des personnages, lorsque les forçats sont entrés à partir de la basse-cour, de la petite porte, les entrées des personnages sont comme celles de théâtre, c'est-à-dire les entrées de théâtre. Alors bien, passons maintenant à un deuxième axe. On va essayer de voir ici la tonalité ironique au service de l'argumentation. Dans cet axe-là, on va essayer de travailler sur... On va travailler sur les figures de style. Vous avez ici un ensemble d'énoncés, des phrases, et puis vous avez la figure de style, qu'il contient. Alors, première phrase, vous avez « Vous voulez voir, cela vous amusera ». Si vous avez remarqué, le geôlier était en train de parler au narrateur. Il lui disait que s'il voulait voir le spectacle des forçats, cela va l'amuser. Alors si vous avez remarqué, alors normalement la scène de ferrage des forçats, c'est une scène qui ne doit pas normalement amuser parce que c'est une scène de torture. C'est une scène de torture. Et puis, c'était le guichetier qui a dit, cela vous amusera, je pense. Je vérifie.
Voilà, oui. Ah oui, c'est le guichetier, voilà. Donc le guichetier a dit au narrateur, cela vous amusera. Eh bien, est-ce que cela va amuser normalement le narrateur? C'est une scène de torture. Les forçats sont en train d'être torturés. Alors normalement, ça ne doit pas amuser un être humain. Et là, on peut comprendre qu'il s'agit d'une antiphrase. C'est-à-dire, vous allez souffrir en voyant voilà, ce spectacle, en poursuivant ce spectacle-là. Et donc, ici, le guichetier n'était pas en train de dire « cela vous amusera », mais « cela va vous faire souffrir de plus ». Bien. Alors, deuxième phrase, vous avez « moi seul, muet dans ce vacarme, seul, immobile dans ce tumulte ». Alors, si vous avez remarqué, vous avez ici « seul, muet » et vous avez « vacarme ». Et puis, vous avez « immobile » et vous avez « tumulte ». Alors, muet, c'est-à-dire qui ne parle pas, et puis vacarme, c'est le bruit, alors c'est l'inverse, et puis immobile et tumulte. Immobile, c'est-à-dire qui ne bouge pas, et puis tumulte, c'est-à-dire qui est en plein mouvement avec du bruit. Alors, bien sûr, on va découvrir dans cette phrase une antithèse. Vous avez des sens opposés en s'appuyant sur les termes contradictoires, muet, vacarme, et puis immobile, tumulte. Pour la comparaison, vous avez la phrase « sauter le crâne comme une coquille de noix ». Et là, vous pouvez imaginer la cruauté voilà, de la description de la scène. Ici, comparer le crâne comme la coquille de la noix, comme la noix. Donc, vous pouvez comprendre que le crâne des forçats va exploser parce que voilà, c'est insupportable. Et puis dernièrement, vous avez une hyperbole. Il y eut une rage de battements de mains et un cri de joie. Ici, de main, c'est une faute de frappe, c'est-à-dire de la main, les mains. Donc voilà, l'hyperbole, c'est ici une rage de battement des mains. Normalement, pour décrire voilà, les applaudissements, le narrateur a choisi de dire une rage de battement des mains. C'est-à-dire que les mains applaudissent beaucoup et c'est une façon exagérée de faire voilà, la description ici. Il s'agit bien entendu d'une hyperbole. Alors, ces figures de style-là, qu'est-ce qu'ils appuient ou bien qu'est-ce qu'ils montrent comme sens? Ils montrent d'abord la tonalité ironique, puisqu'on a l'antiphrase, l'antithèse comme étant des figures d'opposition qui sont au service de la tonalité ironique. Ici, le narrateur est en train de se moquer de ce spectacle qui est inhumain. Et puis, bien sûr, il se moque, il est en train d'ironiser sur ce spectacle-là. C'est bien sûr pour convaincre, c'est-à-dire pour l'argumentation. C'est pour dire que ces tortures-là sont injustes et sont inhumaines. Voilà, voilà, la tonalité ironique, il est là au service de l'argumentation pour défendre une idée. Passons au troisième axe. Une scène pathétique. Voilà, vous avez l'ironique et vous avez aussi le pathétique. Humiliation et torture. Et cela se voit à partir des champs lexicaux. D'abord, le champ lexical de la souffrance. Vous avez des termes comme peine, mal, pleurer, ennui, douleur, chagrin, triste, malheur, pleurs. Vous avez aussi la présence du champ lexical du bruit, le tumulte, le vacarme, le brouhaha. Alors à partir de ces deux champs lexicaux, on peut déceler voilà, la présence de la tonalité pathétique, parce que l'état des forçats, à travers ces termes-là, à travers la description, suscite la pitié du lecteur. Parce que aussi les forçats sont humiliés. Ils sont humiliés parce que voilà, ils sont traités de façon inhumaine. Et puis ils sont torturés bien sûr avec cette souffrance-là. Alors voilà, si vous voulez, on essaie de synthétiser, on fait une synthèse.
Et pour synthétiser, pour essayer de voir voilà ce qu'on a dit, on va voilà, dire dans ce chapitre, le narrateur accorde à la scène de ferrage un caractère cérémonial. Il s'agit d'une fête, si vous voulez, parce que tout le monde célèbre, tout le monde est amusé et s'amuse, voilà. Et ce, dans une visée argumentative. La finalité, elle est argumentative, c'est pour convaincre. Mettant à nu la brutalité des geôliers. Alors, les geôliers étaient dans un état de brutalité, et puis, voilà, cette brutalité-là, elle est pratiquée sur les forçats, et ce qui les rend miséreux et misérables. Donc, la misère des forçats. Par l'usage de l'ironie. Alors, qu'est-ce qu'on a employé pour mettre en valeur, ou bien pour mettre en évidence la misère des forçats et la brutalité des geôliers? C'est d'abord l'ironie. Vous avez des antiphrases, des hyperboles, antithèses. Et aussi, il exprime le contraire de ce qu'il pense. Voilà, l'ironie, c'est ça. Pour mettre l'accent sur la maltraitance des forçats. Alors, si vous voulez, vous pouvez comprendre que le texte, il est à dominante descriptive. Il décrit l'état très lamentable des forçats, qui sont humiliés et torturés. Il décrit la brutalité des geôliers, et ce, à partir d'une tonalité ironique, et puis aussi pathétique, pour arriver à cette visée-là. C'est-à-dire pour nous dire qu'il faut arrêter ces tortures et ces condamnations, ces sentences et tout cela.